Le train de 16h50 par Agatha Christie. Partie 2 du livre audio. Chapitre 5. 1. Puis-je me permettre des essais de golf dans le parc ? Demanda Lucie. Certainement, répondit Emma Krakenthorpe. Je vois que ce sport vous passionne. Oh, je suis loin d'être une virtuose, mais j'espère de me perfectionner. Ce genre de distraction me paraît plus agréable qu'une promenade sans but précis. Allongé sur sa chaise longue, M. Krakenthorpe s'agita soudainement. « Il n'y a aucune promenade en dehors de cette propriété, » grogna-t-il. « Rien à voir, sinon des trottoirs et de misérables maisonnettes. Oui, il voudrait bien se saisir de mon domaine pour en construire d'autres. Mais je ne suis pas disposé à mourir pour donner cette joie à qui que ce soit. » Emma intervint gentiment. « Voyons, père. »« Je sais ce qu'ils pensent, » coupa le vieillard, « et ce qu'ils attendent, tous autant qu'ils sont. Ce gredin de Cédric, et Harold, ce renard à la figure de bon apôtre. Quant à Alfred, je m'étonne qu'il ne m'ait pas encore expédié dans un autre monde. À vrai dire, je n'exclus nullement que l'idée lui en soit déjà venue à Noël. Rappelez-vous ce malaise qui a tant intrigué le docteur Quimper. Il m'a même posé quelques questions discrètes. « Ne sommes-nous pas tous sujets à des troubles digestifs, père ?» « Insinues-tu que j'avais trop mangé ? Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait trop de victuailles sur la table. Beaucoup trop. À propos, Lucie, vous avez servi au déjeuner d'aujourd'hui 5 pommes de terre par personne. Et d'une grosseur impressionnante. 2 suffisent amplement. Résultat, il en est resté 3. Encore le gaspillage. Nullement, monsieur Krakenthorpe. Elles serviront pour une omelette espagnole. Ouais, marmonna le vieillard. Alors qu'elle sortait de la chambre, Lucie entendit nettement la suite. Avisée, cette jeune femme. Elle a toujours la réplique appropriée. Le fait est qu'elle sait cuisiner. Et qu'elle ne manque pas d'attrait. Amusée, Lucie regagna sa chambre où elle choisit l'une des crosses de golf qu'elle avait eu la prévoyance d'apporter à Rutherford Hall. Sans se hâter, elle sortit de la maison, gagna rapidement le parc et, à l'endroit qui lui parut le plus favorable, elle commença son entraînement. Quelques minutes s'étaient à peine écoulées quand une balle, touchée à faux, alla se loger assez haut sur la pente du remblai de la voie ferrée. Sans s'étonner, peut-être avait-elle ses raisons, Lucie escalada la pente et se tourna brusquement dans la direction de la maison des Krakenthorpe. Ayant constaté que personne ne s'intéressait à elle, la jeune femme fouilla l'herbe jusqu'au pied du remblai, puis au-delà. Mais, à la fin de l'après-midi, elle n'avait encore rien trouvé. Aussi, à grande foulée, ramena-t-elle la balle jusqu'aux approches de la maison. Le lendemain, Lucie reprit ses recherches. Cette fois, elle ne fut pas déçue. À quelque distance, sur la pente du remblai et retenu par les épines d'un buisson, un lambeau de fourrure s'agitait au gré du vent. Sa couleur évoquait celle du bois, un brun pâli par l'usage. La jeune femme le regarda attentivement, puis, après avoir jeté un rapide coup d'œil sur les alentours, elle se saisit d'une paire de ciseaux, emportés à tout hasard, et en coupa une partie qu'elle glissa dans une enveloppe. Déjà, elle avait remarqué, à proximité, ce qui lui paraissait être les traces du passage d'une personne, mais elles étaient trop vagues pour exclure tout soupçon d'imagination. Néanmoins, Lucie continua son inspection, immédiatement au-dessous du buisson saccagé. Sa patience fut récompensée. Elle découvrit un poudrier, mais sans grande valeur. Le temps de l'envelopper dans un mouchoir, et elle entreprit de nouvelles fouilles. Celle-là, sans résultat. L'après-midi qui suivit, elle se rendit, dans sa petite voiture, chez sa tante. Au numéro 4, Madison Road, à Brackhampton, se trouvait une petite maison grise, semblable à toutes celles de l'avenue.
Des rideaux de dentelle ornaient gracieusement les fenêtres et la blancheur du perron flattait d'autant plus l'œil que le cuivre du marteau de la porte étincelait. Celle-ci fut rapidement ouverte par une femme d'aspect peu engageant. Front plissé et regard sévère, elle examina la visiteuse sous tous les angles avant de l'introduire dans le vestibule. Miss Marple occupait une sorte de studio donnant sur un jardin, petit mais bien entretenu. La pièce même était d'une propreté telle qu'on eût pu la qualifier d'agressive. Assise dans un fauteuil et près du feu, Miss Marple faisait du crochet. Sans préambule, Lucie prit place sur une chaise, face à la vieille demoiselle. « Eh bien, dit-elle, il semble que vous aviez raison. » Et elle exhiba ses trouvailles, tout en donnant les détails voulus. Le visage de son amie s'empourpra. « Peut-être ne devrait-on pas éprouver une telle sensation, murmura-t-elle, mais il est plutôt réconfortant de constater qu'une théorie toute personnelle est vérifiée par les faits. » Du doigt, elle désigna le lambeau de fourrure. « Elspeth a affirmé que la victime portait un manteau plutôt usagé, donc sa couleur avait pâli. D'autre part, je suppose que le poudrier était dans l'une de ses poches et qu'il a glissé dans l'herbe quand le corps a roulé sur la pente. Vous n'avez certainement pas pris la totalité du lambeau. »« Oh non, j'ai tenu à en laisser une partie, accrochée au buisson. »« Vous êtes très intelligente, ma chère. La police tiendra, en effet, à tout vérifier. »« Allez-vous lui remettre ces choses ?»« Voyons. » Le temps d'une courte réflexion, et Miss Marple reprit la parole. « Eh bien, non, pas pour le moment, du moins. Il serait préférable, je pense, de découvrir d'abord le cadavre. N'êtes-vous pas de cet avis ? Ne serait-ce pas trop présumé de mes capacités ? J'entends, si tous vos calculs sont exacts, par exemple, le criminel a poussé sa victime hors du train. Puis, selon toute apparence, il est descendu à Brackhampton, et plus tard, probablement au cours de la même nuit, il a enlevé le cadavre. Mais qu'est-il arrivé ensuite ? Il peut l'avoir caché n'importe où. »« N'importe où ? Nullement, répondit doucement Miss Marple. Voulez-vous donner à entendre, maintenant, que le crime était prémédité ? Je ne le pensais pas au début, et c'était compréhensible. Il semblait s'agir d'une querelle inattendue, à l'issue de laquelle un homme, au paroxysme de la fureur, avait étranglé son antagoniste et s'était trouvé de ce fait face à un redoutable problème: faire disparaître toute preuve en quelques minutes. Mais maintenant, je comprends qu'il serait trop facile de voir les faits sous l'angle de simples coïncidences. Plus exactement, de supposer que, fou furieux, l'inconnu a tué sans s'en rendre compte, pour ainsi dire, puis qu'ayant soudainement regardé par la fenêtre de son compartiment, il a découvert, à ce moment précis, que le train roulait sur un remblai, exactement à un endroit au bas duquel il lui serait possible de récupérer, un peu plus tard, un cadavre projeté sur la pente. Ce qui revient à dire que si la malheureuse jeune femme avait été précipitée dans le vide, sans préméditation, son bourreau aurait pris la fuite sans se préoccuper de la suite des événements, et le corps aurait été rapidement découvert. Silencieuse, Lucie ne quittait pas son amie du regard. « Savez-vous, ajouta celle-ci, que ce crime a été préparé avec la plus grande adresse. Quoi de plus anonyme qu'un train ? Seul avec la victime dans un compartiment, et le wagon n'ayant pas de couloir, quel risque ? Surtout quand on sait comment agir après le crime. Donc, l'assassin connaissait, il fallait qu'il connût, Rutherford Hall. J'entends sa position géographique et son isolement. N'est-ce pas une sorte d'île, quasi entourée par la voie ferrée ? Exact, ce domaine est un anachronisme. La vie agitée de la ville voisine ne l'affecte nullement. Seuls des commerçants font des livraisons dans la matinée. Suivez mon raisonnement.
Le meurtrier se rend à Rutherford Hall au cours de la nuit en question. Il agit à coup sûr, car, au moment où le corps a été précipité dans le vide, la nuit tombait déjà, et il était donc plus que probable que personne ne le découvrirait avant le lendemain matin. Presque certainement. Alors, notre homme prend la direction de Rutherford Hall. 2 questions se posent. Comment ? Disons, dans une voiture. Mais par quelle route ? Avez-vous une idée ? Lucie réfléchit un instant avant de répondre. Il y a un petit chemin qui longe une fabrique. Peut-être l'a-t-il emprunté ? Dans ce cas, il sera descendu de voiture près de la voûte du chemin de fer et a retrouvé le cadavre au bas du remblai. Il l'a porté jusqu'à l'endroit choisi à l'avance, reprit Miss Marple. Mais il restait à enfouir le corps. Le regard interrogateur de Miss Marple impressionnait Lucie, qui hésita quelque peu avant de répondre. Faire allusion à ce dernier stade ne suffit pas. Il est plus difficile de préciser. La vieille demoiselle se déclara d'accord. L'inconnu ne pouvait accomplir sa funèbre besogne dans le parc même. Trop de travail et le risque était d'envergure. À moins qu'il n'ait trouvé un coin où la terre avait été bêchée tout récemment. Au bout du jardin potager, peut-être. Mais le petit pavillon du jardinier est situé à proximité. Bien que l'homme soit âgé et sourd, il aurait pu intervenir. Y a-t-il un chien dans le domaine ? Aucun. Alors, on peut penser à un hangar ou une dépendance. C'eût été très facile. Il y a un grand nombre de bâtiments abandonnés. Étables à cochons, selleries, ateliers dont personne ne se préoccupe plus. À ce moment, quelqu'un frappa à la porte. La fidèle Florence apportait le thé. « Voilà qui vous distrait d'avoir une visite, » dit-elle. « J'apporte également les brioches écossaises que vous aimez tant. »« Florence confectionne les meilleurs gâteaux que je connaisse, » constata Miss Marple. L'interpellée se rengorgea. Même son visage se plissa dans un sourire inattendu. Puis, discrètement, elle sortit. « Je pense, ma chère, dit aussitôt Miss Marple à Lucie, qu'il est préférable de ne plus parler de l'affaire pendant notre collation. Le sujet est tellement déprimant. » 2. L'après-midi qui suivit, Lucie se lança dans de nouvelles investigations, cette fois dans les dépendances mêmes, sans oublier le réduit réservé à la chaufferie. Alors qu'elle se disposait à en sortir, elle entendit une voix éraillée. S'étant retournée, elle vit le jardinier qui la regardait avec réprobation. « Vous feriez mieux d'être prudente, miss, » grommela-t-il. « Les marches et le plancher sont vermoulus. » La jeune femme sut maîtriser sa surprise. « J'ai l'impression que vous me prenez pour une personne trop curieuse, » dit-elle d'une voix forte. L'homme était dur d'oreille. « Le fait est que je me demandais s'il ne vaudrait pas mieux abattre toutes ces constructions inutiles et tirer parti du terrain pour cultiver. Il est navrant de voir tout aller à l'abandon. » « Trop tard, maintenant. Le vieux sait très bien que ses héritiers n'attendent que sa mort. » « Est-il vraiment très riche ? » « Impossible d'en douter. L'argent, voyez-vous, c'est le péché mignon de la famille. Le père du patron a commencé. Un homme à poigne, dur en affaires et sans merci à l'égard de quiconque s'opposait à ses desseins. En revanche, il était généreux, n'oubliant jamais les besoins de ceux qui le servaient. Ses 2 fils l'ont déçu. Il leur avait assuré une solide instruction à Oxford, mais à la fin de leurs études, ces messieurs estimèrent que les gentlemen vraiment dignes de ce nom ne pouvaient décemment se lancer dans le négoce. Le plus âgé épousa une actrice, puis, en état d'ivresse, trouva la mort dans une course d'automobile. Le cadet, notre patron, se prit d'une passion subite pour les antiquités. De ses interminables voyages, il rapporta une cargaison de statues ou autres balivernes. À cette époque, il ne regardait pas à la dépense.
loin de là. Mais bientôt, il en fut tout autrement. Aussi son père le prit-il en grippe. Lucie écoutait avec la plus grande attention. Adossé au mur, son interlocuteur ne semblait guère pressé de reprendre son travail. Le père est mort en 1928. C'est donc à cette époque que M. Krakenthorpe, je parle du plus jeune fils, hérita de Rutherford Hall. Oui, et il s'y installa avec ses enfants. D'autres détails allaient suivre, mais la jeune femme crut devoir mettre un terme à l'entretien. Je ne veux pas vous empêcher de vaquer à vos occupations. Oh, répliqua le jardinier sans enthousiasme, il n'y a pas grand-chose à faire à cette heure. Il fait déjà sombre. 3. De retour à la maison, Lucie vit Emma Krakenthorpe qui se dirigeait vers elle, une lettre à la main. Mon neveu Alexander arrive demain avec un camarade de collège, dit-elle. Sa chambre se trouve juste au-dessus du porche. Celle qui lui fait suite conviendra au jeune James Stoddard West. Entendu, miss, je m'occupe de tout. Ils seront ici pour le déjeuner. Je pense que ces jeunes gens auront très faim. Certainement. Donc, un roast beef et peut-être une tarte copieuse. Voilà qui sera parfait. Les deux garçons firent leur apparition dans la matinée. Peut-être était-il préférable de ne pas prendre à la lettre la candeur qu'exprimaient leurs visages et la politesse affectée qui était de rigueur au collège d'Eton. Alexander Eastley avait des yeux bleus et des cheveux blonds, au contraire de James Stoddard West, brun aux yeux noirs, portant des lunettes. Pendant le repas, ils s'entretinrent gravement de performances sportives, puis commencèrent, avec tout le sérieux voulu, les récentes informations ayant trait à l'espace interplanétaire. À certains moments, ces adolescents donnaient l'impression de professeurs affrontant des problèmes ardus. Lucie, qui les servait, se sentait plus jeune qu'eux. Cependant, tous ces propos n'affectaient pas leur appétit. La pièce de bœuf disparut comme par enchantement, ainsi que la dernière miette de tarte. Voracité qui indigna M. Krakenthorpe. « Oh, vous deux, toute ma propriété y passera. » Remarque qui valut au vieillard 2 coups d'œil réprobateurs. « Eh bien, grand-père, répondit sèchement Alexander, si vous ne pouvez vous permettre d'acheter de la viande, nous mangerons du pain et du fromage. » M. Krakenthorpe faillit s'étrangler. Une telle remarque, devant un étranger. « Évidemment, je puis me le permettre, gronda-t-il, mais tu devrais savoir que je ne tolère aucun gaspillage. » Impassible, à l'abri de ses lunettes, Stoddard West crut devoir intervenir. « Je puis vous assurer que nous n'avons rien gaspillé, monsieur, dit-il en regardant son assiette vide, preuve formelle du bien fondé de son affirmation. Alors que les deux garçons sortaient de la salle à manger, Lucie entendit Alexander qui s'excusait auprès de son ami. « Ne fais pas attention à l'ancêtre. Il souffre de regrettables complexes. » « Quelle génération !» pensa Lucie. 4. Un peu plus tard, la jeune femme entreprit une nouvelle promenade. Sachant que les garçons jouaient au football dans une partie du parc, elle prit la direction opposée. Sans conviction, elle inspectait un massif tout en remuant la terre avec une crosse de golf, quand la voix d'Alexander Eastley la fit sursauter. « Vous cherchez quelque chose ?»« Miss Ailes Barrow. »« Une balle, » répondit promptement l'interpellée. « À vrai dire, il s'agit de plusieurs balles, car je me suis entraînée à plusieurs reprises et j'en ai perdu une certaine quantité. Le moment est venu d'essayer de les retrouver. » « Évidemment, » dit Alexander. « Mais savez-vous qu'il y a tout un attirail de golf miniature quelque part sous les escaliers ? Nous pourrions l'installer sur la pelouse. Qu'en dis-tu, Stoddard ?»« Formi !» s'écria celui-ci en se rengorgeant. L'expression surprit Lucie. Ce que voyant, Alexander fronça les sourcils. « Ne croyez pas que mon ami soit un poseur. Son recours à certains mots signifie seulement qu'il tient à être à la hauteur
quand ses parents l'emmèneront voir un match international. Décidément, ces jeunes gens étaient étonnants. Lorsqu'elle revint, un peu plus tard, en direction de la maison, Lucie constata qu'Alexander et Stoddard étaient déjà à pied d'œuvre. « Les plaques indiquant les numéros sont rouillées », lança Stoddard. « Il suffirait de les repeindre, » intervint Lucie. « Peut-être pourriez-vous vous en charger ?»« Excellente idée, » répliqua Alexander. « Je crois que nous trouverons des pots de peinture dans le musée. »« Un musée ?» s'enquit Lucie. « Où cela ?»« Dans le fond du parc, sur le versant opposé à celui qui aboutit à la voie ferrée. On y accède en s'engageant dans le brusque tournant qui le cache entièrement. Mon grand-père assure que cette bâtisse en pierre est du style élisabétain, mais il bluffe. »« On ne m'en a pas encore parlé. »« Sans doute parce que notre digne aïeul y a déposé ces fameuses trouvailles que personne n'apprécie. Oui, tout ce qu'il a rapporté de ses longs voyages. La plupart sont de véritables navets. Allons voir, voulez-vous ?» Lucie s'étant empressée d'accepter, le trio partit sur le champ. Le musée se trouvait assez loin et il fallait connaître son existence pour le découvrir. Sa porte de chêne était très épaisse et parsemée de gros clous triangulaires. Alexander éleva une main et se saisit d'une clé accrochée sous le lierre qui couvrait la façade. Le temps d'ouvrir et il invita Lucie à entrer. Un coup d'œil suffisait pour se rendre compte que le contenu de la bâtisse était plutôt médiocre. D'abord, les bustes de quelconque empereur romain placés sans aucun souci de symétrie. Leurs globes oculaires, largement protubérants, semblaient fixer la visiteuse avec mépris. Non loin, un immense et morne sarcophage datant de la décadence gréco-romaine, voisinant avec une prétentieuse Vénus. Debout, sur un piédestal en piteux état, elle retenait un voile prêt à tomber. Sans transition, le regard de Lucie s'attarda sur un amas d'objets hétéroclites n'ayant qu'un vague rapport avec l'Antiquité. 2 tables à tréteaux, plusieurs chaises paillées, quelques seaux en bois, un canapé mangé au mythe. « Il nous faut chercher plus loin, » dit Alexander, qui fit quelques pas avant d'écarter un rideau lacéré qui faillit lui rester dans les mains. Heureuse idée quand même, car des pots de peinture et une demi-douzaine de pinceaux furent ainsi découverts. Mais, abandonnés depuis un certain temps, ceux-ci étaient d'une raideur désespérante. « Seule la térébenthine en viendra à bout », fit remarquer Lucie. Sans hésiter, les 2 garçons décidèrent de s'en procurer en ville. Du moins, pensait la jeune femme, la remise en état du golfe miniature les occupera-t-elle pendant quelque temps ? Alors que les compagnons se disposaient à aller chercher leur bicyclette, Lucie s'exclama. « On ne peut laisser cette salle dans un tel état, trop de poussière et de résidus. À propos, dois-je replacer la clé où vous l'avez prise ?»« Certainement, » répondit Alexander. « Personne n'aurait l'idée de voler toutes ces vieilleries. D'ailleurs, elles pèsent trop lourd. » Après le départ des collégiens, Lucie hésita quelque peu. À quoi bon des rangements dans un tel endroit ? Elle avait surtout hâte de fuir la forte odeur de moisi qui commençait à l'indisposer. Soudain, son regard se porta sur le sarcophage. Ce sarcophage ? Instinctivement, elle s'en rapprocha. Un épais couvercle le recouvrait. Quelques secondes de réflexion, puis Lucie gagna rapidement la porte et se rendit dans une remise, vide à cette heure. Ayant trouvé un levier dans un coin, elle revint dans le musée, non sans être assurée que personne ne l'avait vue. Tâche peu facile, en vérité. Et d'autres que Lucie y auraient renoncé. Mais celle-ci était plus que tenace. Lentement, le couvercle commença à jouer, et après des efforts répétés, il se souleva quelque peu, suffisamment pour permettre de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Chapitre 6 1. Un peu plus tard, Lucie, plutôt pâle, sortit de la bâtisse. Après avoir fermé soigneusement la porte, elle remit la clé à sa place habituelle et se rendit dans l'écurie où était garée sa petite voiture. Avec toutes les précautions voulues, elle mit le moteur en marche
et s'engagea dans l'allée discrète qui aboutissait au chemin vicinal qu'elle connaissait. De là, la jeune femme accéléra la vitesse jusqu'au bureau de poste d'où elle avait déjà téléphoné à Miss Marple. Ayant obtenu le numéro de sa vieille amie, elle demanda à Florence de l'appeler. La réponse ne fut guère engageante, mais, quand elle le voulait, Lucie pouvait être incisive. « Faites ce que je vous dis, et immédiatement !» Florence était de celles qui cèdent à l'autorité. Bientôt, la voix de Miss Marple se fit entendre. « Alors, Lucie ?» Celle-ci prit son souffle avant de répondre. « Vous aviez raison. J'ai trouvé. » « Le cadavre d'une femme ?»« Oui, d'une femme, recouverte d'une fourrure. Le corps se trouve à l'intérieur d'un sarcophage, placé dans une sorte de capharnaüm. Que désirez-vous que je fasse maintenant ? Sans doute informer la police ? » « Oui, et sans perdre de temps. » Un instant, la première chose que les inspecteurs voudront savoir, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu soulever un couvercle aussi pesant. Dois-je inventer un motif ? Je le trouverai facilement. Non, répondit Miss Marple de son habituelle voix douce. Le mieux est de leur dire la vérité. Vous le comprendrez, j'en suis certaine. La vérité ? Même en ce qui vous concerne ? Toute la vérité. Un léger sourire, ou une grimace, atténua la pâleur de Lucie. Très simple à dire, fit-elle remarquer, mais je m'imagine qu'il leur faudra faire un effort pour me croire. Toutefois, elle prit congé et téléphona aussitôt à la police. « Je viens de découvrir un cadavre dans un sarcophage placé dans une vieille bâtisse, à Rutherford Hall. »« Quoi ?» fit une voix incrédule. La jeune femme répéta la même phrase et, se doutant de la question qui allait lui être posée, elle donna nom et adresse. Puis, sans attendre, elle sortit, fit ronfler le moteur de sa voiture et reprit le chemin de la maison. Dans le vestibule, elle s'arrêta et se prit à réfléchir. Sa décision dut être rapide, car, d'un geste bref, elle jeta sa tête en arrière et se rendit dans la bibliothèque dont la porte était entr'ouverte. Emma Krakenthorpe aidait son père à venir à bout des mots croisés du Times. « Puis-je vous parler, Miss ?» demanda-t-elle. Emma eut un léger sursaut et ses yeux exprimaient une certaine inquiétude. Toutefois, elle croyait qu'il devait s'agir d'une question concernant l'entretien de la maison. Déjà, M. Krakenthorpe s'irritait. « Eh bien, parlez !» S'adressant à sa fille, Lucie précisa. « Je désirerais m'adresser à vous seule. »« Absurde !» cria le vieillard. « Dites ici même ce qui vous passe par la tête. »« Un instant, père, » intervint Emma. Comme elle se dirigeait vers la porte, son père s'agita de nouveau. « Toute cette histoire est absurde. Mes mots croisés, d'abord. Le reste peut attendre. »« Je crains, » répliqua froidement Lucie, « que le reste ne puisse attendre. »« Impertinente !» rugit son patron. Mais les deux femmes étaient déjà dans le hall. « Que se passe-t-il ?» s'enquit Emma. « S'il s'agit du travail supplémentaire que donne la présence de mon neveu et de son ami, je peux vous aider et... Vous faites erreur. Si j'ai évité de parler devant votre père, la raison en est que, étant donné son âge et sa santé, j'ai craint qu'il n'eût un choc. Vous le comprendrez aisément. J'ai découvert le cadavre d'une femme étranglée dans le grand sarcophage que vous devez sûrement connaître. » Effarée, Emma dévisagea son vis-à-vis qui, elle-même, ne la quittait pas des yeux. « Une femme étranglée dans le sarcophage ? Mais c'est impossible, voyons. » Malheureusement, c'est une réalité. Je viens de téléphoner à la police et elle va venir d'un moment à l'autre. Les joues d'Emma s'empourprèrent. « Vous auriez dû m'avertir d'abord !» Ses yeux se portèrent sur le téléphone, placé dans le hall. « Mais je n'ai entendu aucune sonnerie. La porte de la bibliothèque n'était cependant pas fermée. J'ai téléphoné en ville. »
Voilà qui est étrange. Et pourquoi pas d'ici? Alexander et Stoddard auraient pu entendre la conversation. Je comprends. Alors, ils vont venir? Je veux dire, la police? Elle vient d'arriver, répondit Lucie, qui avait entendu des crissements de roues devant le perron. Déjà, le bruit de la vieille cloche du portail se répercutait dans le hall. 2. Il m'a été pénible de vous imposer une confrontation, dit l'inspecteur Bacon, tout en aidant Miss Crackenthorpe à sortir du musée. Bien qu'elle fût sur le point de défaillir, Emma marchait tête haute. « Je suis certaine de n'avoir jamais vu cette femme », confirma-t-elle d'une voix rauque. « Cela suffira pour le moment, » répondit le policier. « Vous devriez vous reposer. »« Il me faut d'abord rejoindre mon père. Le docteur Kemper à qui j'ai téléphoné se trouve auprès de lui. » Le praticien surgit de la bibliothèque au moment où Emma et Bacon traversaient le hall. Grand, sympathique, il avait cet air dégagé qui rassure les malades. « Miss Crackenthorpe a rempli un pénible devoir avec grand courage, » lui confia l'inspecteur. « Voilà qui ne me surprend pas, » répliqua le docteur qui tapota affectueusement le visage d'Emma. Tourné vers elle, il ajouta « Je n'ai jamais douté de votre courage. Et votre père est en parfait état. Allez lui parler pendant quelques instants. Puis vous reviendrez dans la salle à manger prendre un petit verre de brandy. C'est la meilleure ordonnance en pareil cas. » Emma hocha la tête et se rendit auprès de M. Crackenthorpe. « Elle est admirable, » dit Kemper à Bacon. « Quel dommage qu'elle ne se soit pas mariée. Elle eût fait une épouse irréprochable et une mère de famille dévouée à souhait. Sans doute est-elle restée célibataire parce qu'elle se trouvait la seule femme dans une nombreuse famille. Sa sœur a convolé à 17 ans et elle est morte. » Il semble que Miss Emma se soit aveuglément dévouée à son père. En fait, elle n'est pas aussi aveugle qu'on pourrait le supposer, mais elle a une qualité assez rare, celle de rendre heureux les hommes qui vivent auprès d'elle. C'est pourquoi elle se rend compte qu'il ne déplaît nullement à Luther Crackenthorpe de passer pour un invalide, et elle affecte de le croire. Même pour un pain. Même attitude à l'égard de ses frères. Cédric, qui se prend pour un peintre génial. Harold, cet infatué qui est persuadé que ses conseils valent leur pesant d'or. Bien qu'elle sache à quoi s'en tenir, elle ne cherche nullement à dissiper leurs illusions. Sans oublier de cacher ses inquiétudes quand Alfred lui expose ce qu'il appelle ses savantes combinaisons. Croyez-moi, inspecteur, Emma n'a rien d'une folle. Mais peut-être avez-vous besoin de moi? Désirez-vous que je jette un coup d'œil sur la victime, après la visite de John Stone, votre médecin légiste? Excellente idée. Nous nous efforçons d'identifier la victime. Et sait-on jamais? Je suppose qu'il est impossible d'avoir recours à M. Crackenthorpe. Il risquerait de s'effondrer. S'effondrer? Baliverne. Même, il ne vous pardonnerait jamais si vous l'empêchiez de jeter un coup d'œil. Pensez donc. Le spectacle le plus excitant qu'il aurait vu depuis 15 ans, ou davantage, et il ne lui en coûterait pas un sou. Dois-je comprendre qu'il n'est pas gravement malade? Il a 72 ans, et c'est tout. Certes, il souffre de rhumatisme intermittent, mais qui ne connaît pas ce désagrément. Pour lui faire plaisir, j'attribue ces légères crises à l'arthrite. Quant aux palpitations après les repas, il les met sur le compte d'une faiblesse cardiaque. Mieux vaut ne pas en parler. En somme, notre homme est l'un des nombreux malades imaginaires qui m'appellent à tout bout de champ. Voyez-vous, les personnes dangereusement atteintes sont généralement celles qui s'efforcent de paraître en bonne santé. Mais allons voir notre fameux cadavre. L'examen du docteur se prolongeait. « Je ne puis vous être d'aucun secours, » dit-il enfin. « La victime m'est totalement inconnue. Quelle extraordinaire aventure !» L'inspecteur approuva du geste. « Sortons, » dit-il, après un court silence. « L'air frais nous réconfortera. » Du seuil, le docteur Kemper jeta un dernier coup d'œil sur le musée, puis il interpella son compagnon. « Sinistre. Au fait, qui a découvert la chose ?»« Miss Lucy Hayles Barrow. »« Oh, la nouvelle gouvernante. »
Mais que faisait-elle donc dans cet endroit? Et quelle idée d'ouvrir un sarcophage? Précisément, c'est ce que j'entends lui demander. Auparavant, il conviendrait d'aller chercher M. Krakenthorpe. Bientôt, la tête disparaissant presque dans des écharpes, le vieillard fit son apparition aux côtés de son docteur. « Ô Dieu !» gronda-t-il. « Tout simplement, ô Dieu ! Pensez que j'ai acheté ce sarcophage à Florence même en 1909, ou peut-être en 1910. » « Du calme, » conseilla le praticien. « Le spectacle n'est pas très beau à voir. »« Aucune importance. Je tiens à faire mon devoir. » La visite fut rapide, et M. Krakenthorpe sortit du musée à une allure qui arracha un sourire à l'inspecteur. « J'ignore qui est cette femme, » marmonna le vieillard. « Et que signifie toute cette affaire ? Une honte, dis-je. À propos, je me souviens, c'est à Naples que j'ai acheté le sarcophage. Un spécimen rare, à vrai dire. Et une créature stupide arrive qui se fait tuer à l'intérieur. » Soudain, il s'agrippa au pan de son ample par-dessus. « C'est trop pour moi. Oh, mon cœur. Où est Emma ?» Le docteur le prit par un bras. « Ne vous inquiétez pas. Un petit stimulant fera l'affaire. Un cognac, par exemple. » Tous trois prirent le chemin de la maison. « Monsieur, monsieur !» S'étant retourné, l'inspecteur vit Alexander et son ami qui le dévoraient du regard. « S'il vous plaît, pouvons-nous voir le cadavre ?» demanda le premier. « Non !» répliqua Bacon sur un ton péremptoire. Mais le collégien insista. « Il nous serait peut-être possible de l'identifier. Dans ces conditions, pourquoi nous refuser ? » « Qui êtes-vous, au juste ?» s'enquit l'inspecteur. « Je m'appelle Alexander Eastley, et voici mon ami James Stoddard West. »« Avez-vous vu, par hasard, dans les parages, une jeune femme blonde portant un manteau de fourrure usagé ?»« Mes souvenirs sont imprécis, » répondit Alexander, non sans astuce. « Je ne serais en mesure de l'affirmer qu'après avoir vu la victime. »« À d'autres, » répliqua Bacon. « Mais il ne sera pas dit que nous n'avons pas tenté l'impossible. » Il se tourna vers son assistant. « Accompagnez-les, Sanders. Et maintenant, Miss Ailes Barrow, à nous deux. » 3. Lucie préparait le déjeuner quand on l'avisa que Bacon désirait lui parler. De fait, elle n'en fut pas surprise et suivit le messager, un policeman, jusqu'à la petite pièce où l'attendait l'inspecteur. Avec une froide courtoisie, celui-ci l'invita à s'asseoir. Pour sa part, la jeune femme attendait placidement la suite. Vinrent les habituelles questions, nom, âge, adresse à Londres. Ayant donné satisfaction à l'enquêteur, la jeune femme crut devoir ajouter « Mes références d'emploi sont à votre disposition. » « Excellent, ces certificats, » pensa le policier après un sérieux examen. « Un amiral, un recteur, une vicomtesse et tutti quanti. »« Maintenant, » dit Bacon, « passons à notre affaire. Je crois savoir que vous vous êtes rendu dans le musée pour trouver des pots de peinture. Ce but atteint, vous êtes allé chercher un levier et vous avez forcé le couvercle du sarcophage. Dans quelle intention ? » « Je cherchais un cadavre. » Le regard de Bacon se fit plus sévère. « Un cadavre ? Et vous l'avez trouvé ? Entre nous, cela ne vous semble-t-il pas une histoire, disons, extraordinaire ? » « J'en conviens. Et peut-être désirez-vous avoir quelques détails supplémentaires ? » « Incontestablement. Cela serait préférable. Pour vous. » Ignorant le ton menaçant de son vis-à-vis, la jeune femme fit un récit détaillé des incidents qui avaient précédé sa sensationnelle découverte. Non seulement Bacon ne parut pas convaincu, mais sa réaction fut acerbe. « Ainsi, vous prétendez avoir agi pour le compte d'une vieille demoiselle et obtenu un emploi ici même à seule fin de fouiller la maison et les alentours, toujours dans l'espoir de trouver un cadavre ? » ?»« Oui. »« Et qui est cette vieille demoiselle ? » ?»« Miss Jane Marple. Elle demeure pour le moment 4 Madison Road, à Brackhampton. » L'inspecteur prit note de l'adresse avant de reprendre son interrogatoire. « Et vous espérez que je vais donner créance à votre récit ? »
La jeune femme ne se troubla pas. « Non, du moins jusqu'à l'entretien que vous allez sûrement avoir avec Miss Marple. »« Soyez persuadé que je la verrai dès ce soir. Il doit s'agir d'une toquée. » Il va sans dire que Lucie ne partageait pas cette opinion, et elle fut tentée de répliquer que le fait d'avoir indiqué la bonne piste ne signifiait nullement que Miss Marple fût folle. Mais elle se contint. « Qu'allez-vous dire à Miss Crackenthorpe ? Je veux dire à mon égard, s'enquit-elle. Pourquoi cette question ? En ce qui concerne Miss Marple, j'ai mené à bien la mission qu'elle m'avait confiée, puisque le cadavre est retrouvé. Mais je suis encore sous contrat avec Miss Crackenthorpe, et je suppose qu'après ce drame, toute la famille devra venir ici. Miss Emma aura besoin d'aide. Si vous lui révélez le motif de ma présence ici même, elle me congédiera peut-être. Dans le cas contraire, je pourrai continuer mes fonctions et faciliter les choses. » Ces derniers mots frappèrent l'inspecteur, qui fixa Lucie avant de répondre. « Je ne dirai rien à qui que ce soit. Pour le moment, dit-il enfin. Attendons la vérification de votre témoignage. » Chapitre 7 1. Assis derrière son bureau, le chef de la police du district réfléchissait, tout en jouant avec un coupe-papier. « Votre exposé me porte à croire qu'il serait préférable de transmettre l'affaire à Scotland Yard, dit-il enfin à Bacon. La carrure impressionnante de celui-ci contrastait avec la petite taille de son supérieur. « Je le pense aussi, monsieur, répondit l'inspecteur. La victime n'habitait certainement pas dans notre secteur. D'autre part, à en juger par son linge, il doit s'agir d'une étrangère. Naturellement, je ne soulèverai pas ce lièvre avant l'enquête du coroner. » Compte tenu du résultat négatif des premières recherches, elle se terminera par un ajournement, je suppose. Sans aucun doute. À propos, j'ai vu moi-même le magistrat. Alors, quand aura lieu cette formalité ? Dès demain. Tous les membres de la famille Crackenthorpe seront présents, et vague est l'espoir qui nous reste, en ce qui les concerne, d'identifier le cadavre. Bacon consulta rapidement une liste. Il y aura Harold Crackenthorpe, bien connu, paraît-il, dans le haut négoce londonien. Ensuite, Alfred, j'ignore ce qu'il fait exactement, et Cédric, qui vit à l'étranger. Celui-ci est un artiste. Il peint. L'inspecteur impartit à ce mot tout le mépris voulu. Le chef de la police sourit dans sa moustache. Aucune raison de croire que ces gens ont un quelconque rapport avec le crime, demanda-t-il aussitôt. Aucune, si ce n'est que le corps a été découvert à Rutherford Hall, répondit Bacon, mi-figue, mi-raisin. Ce qui me dépasse vraiment, c'est cette extraordinaire histoire du train. Ah, vous êtes allé voir la vieille demoiselle ? Voyons. Il jeta un regard sur les notes. Oui, Miss Marple ? Cette visite s'imposait. J'ignore encore si cette personne divague ou non, mais le fait est qu'elle ne démord pas du récit de son amie écossaise et de tout le reste. Pour autant que je puisse en juger, elle me fait penser à ces hallucinés qui veulent avoir découvert un engin dans leur jardin ou repéré un espion dans un salon de thé. Un point, toutefois, paraît hors de discussion. Miss Marple s'est assuré les services de la jeune Lucie, en vue de rechercher un cadavre. Et la dite Lucie l'a trouvé, ponctua le chef. Une aventure peu banale. À propos, ce nom de Marple, Jane Marple, me semble familier. Quoi qu'il en soit, je vais prévenir Scotland Yard, mais il nous faut être discrets. Pour le moment, nous tiendrons les journalistes en haleine. 2. Comme prévu, l'enquête du coroner ne révéla aucun fait nouveau. Personne ne reconnut la victime. Appelée en tant que témoin principal, Lucie ne put que confirmer les circonstances de sa funèbre découverte. Pour sa part, le médecin légiste s'en tint à 3 mots, mort par étranglement. Aussi, les débats furent-ils ajournés. Le vent soufflait en tempête quand les Crackenthorpe sortirent de la salle des délibérations. Avec eux se trouvait M. Wimborne, principal associé de la charge de notaire qui veillait aux intérêts de la famille. Alors que, frissonnant de froid, tous débouchaient sur le trottoir,
de nombreux curieux se rapprochèrent, alléchés par la manchette du journal local. Un cadavre dans un sarcophage. À la vue du groupe, un murmure s'éleva. « Les voilà !» Bouleversée, Emma lança un ordre bref. « Partons !» La famille se dirigea aussitôt vers la Daimler louée pour cette occasion. Cependant, Brian Eastley, le mari de la défunte Edith, prit Alfred avec lui dans sa petite voiture personnelle. Le départ allait avoir lieu quand Emma fit un geste. « Arrêtez, voici les garçons !» En dépit de leurs protestations indignées, on avait ordonné à Alexander et à son ami de rester à la maison, mais ils étaient venus à bicyclette. Pour le moment, ils s'agitaient devant les portières des autos. « Un policeman nous a permis de rentrer dans la salle », expliqua Stoddard Waite. « J'espère que vous ne nous en voulez pas. » Cédric eut un geste amical. « Et pourquoi vous en vouloir ? Je suppose que c'était la première enquête à laquelle vous assistiez. »« Oui, » répondit Alexander, « mais le tout a été bâclé. »« Nous ne pouvons rester ici à bavarder, » intervint Harold. « Voyez la foule et ces hommes avec des caméras. » La Daimler démarra. À l'intérieur, Cédric étouffa un soupir. « Bâclé, voilà ce qu'ils pensent, les innocents. Et ça ne fait que commencer. » Il jeta un coup d'œil sur M. Wimborne, qui comprimait ses lèvres minces et hochait la tête en signe de désapprobation. « J'espère, dit l'homme de loi avec quelque solennité, que le mystère sera bientôt percé. La police doit connaître son métier. Il n'en reste pas moins que cette affaire est plus que regrettable. » Ce disant, son regard se porta sur Lucie, comme pour lui donner à entendre que, sans sa déplorable intervention dans un drame qui ne la regardait nullement, rien ne serait arrivé. Sentiment qui était partagé par Harold. « À propos, Miss Les Barrow, exactement dans quel but avez-vous ouvert le sarcophage ?» La jeune femme savait que cette question lui serait posée tôt ou tard par un membre de la famille. « À la vérité, » répondit-elle lentement et après avoir fait mine de réfléchir. « Je n'avais aucun but précis. D'abord, l'idée m'est venue de mettre de l'ordre dans une salle poussiéreuse, puis elle hésita de nouveau. Je me suis sentie incommodée par une odeur. » Lucie se doutait que cette seule allusion répugnerait à ses auditeurs et qu'en conséquence, ils éviteraient d'insister. Son instinct ne la trompa pas. D'un geste, le notaire lui coupa la parole. « Oui, nous comprenons. » Il se tourna vers Miss Crackenthorpe, qui avait affreusement pâli. « N'oubliez pas, Emma, que la malheureuse victime n'avait aucune attache avec la famille. »« Pour le moment, » fit observer Cédric. « Vous ne pouvez pas en être absolument certain. » Lucie regarda le peintre avec intérêt. Le contraste avec son frère avait déjà retenu toute son attention. Cédric était bâti en athlète, avec un visage rude, comme battu par la tempête, et auréolé d'une chevelure en désordre. Descendu d'avion la veille, il portait un costume dont l'état donnait à penser qu'il n'en possédait pas d'autre. Un veston usagé et taché et un vieux pantalon de flanelle grise avec des poches aux genoux. Un bohème dans toute l'acception du mot. Et l'homme semblait en être fier. En revanche, Harold était le type même du directeur de grandes entreprises. Il se tenait raide dans son coin, bien moulé dans un complet impeccable et dont l'élégance était rehaussée par une cravate gris-perle. En somme, son aspect correspondait exactement à ce qu'il était dans la vie, un homme qui a réussi. La dernière remarque de Cédric lui avait déplu. « Vos propos me paraissent singulièrement malvenus, » dit-il d'un ton acerbe. « Et pourquoi ? La victime s'est bien rendue à Rutherford Hall, dans le fameux musée, pour être précis. Et dans quel but ? » Monsieur Wimborne tout sauta. « Un rendez-vous ? D'ordre privé, suggéra-t-il. Je crois comprendre que beaucoup de gens connaissent l'endroit où la clé était accrochée. » L'intonation de l'homme de loi donnait à entendre qu'il désapprouvait cette négligence. Aussi, Emma crut-elle devoir s'excuser. « Cela date de la guerre.
Le bâtiment était alors réservé aux membres de la défense passive. Ils avaient un petit réchaud et préparaient leur thé. Plus tard, et comme le contenu du local n'était guère susceptible de tenter qui que ce soit, nous avons laissé la clé à la même place. D'autant que, de temps à autre, la société d'assistance aux vieillards tenait une réunion dans le musée même, et, la clé étant sur place, personne n'avait à se déranger. Voyez-vous, nous n'avions à notre service que des femmes de ménage intermittentes. Sa voix faiblissait, et elle parlait sans intonation, tel un automate. Intrigué, Cédric lui lança un rapide coup d'œil. « Vous me semblez inquiète, Emma. Que se passe-t-il donc ?» Exaspéré, Harold intervint de nouveau. « Votre curiosité est malvenue. » Mais son frère ne se laissa pas impressionner. « Ne vous en déplaise, je confirme ma question. » Assurant que la jeune femme qui s'est fait tuer dans une bâtisse, à Rutherford même, voilà qui évoque les mélodrames du bon vieux temps, soit une inconnue pour vous tous, je ne comprends pas pourquoi notre sœur paraît affolée. Un assassinat ne s'oublie pas aussi facilement, répliqua Harold. Certaines personnes sont plus sensibles que vous. Et les crimes sont peut-être monnaie courante là où il vous plaît de passer votre vie. Je veux parler de Majorque. Ibiza, et non pas Majorque, interrompit ironiquement Cédric. Harold haussa les épaules. En Angleterre, nous prenons un meurtre plus au sérieux que les latins que vous fréquentez. Et, Cédric, laissez-moi vous dire qu'on n'assiste pas à une enquête dans de tels vêtements. Vous oubliez que, dans ma hâte d'être auprès de ma famille, à un moment pénible, j'ai oublié de faire mes bagages. D'autre part, je suis peintre, et il plaît à un artiste de se sentir confortable. Dois-je comprendre que vous essayez toujours de peindre ? Attention, Harold, je n'apprécie guère cette façon de vous exprimer. L'atmosphère était tendue. Aussi, M. Wimborne s'éclaircit-il la voix avant d'intervenir avec autorité. Cette discussion n'est pas de mise. J'ai rendez-vous avec l'inspecteur Bacon à Rutherford Hall. Dans mon esprit, la cause du drame est assez claire. Comme Emma vous l'a confirmé, la cachette de la clé était un secret de Polichinelle. Il est donc plus que probable qu'au cours de l'hiver, des couples se sont donné rendez-vous dans la place. Un certain soir, une querelle d'amoureux a eu lieu et un quelconque jeune homme a dû perdre tout contrôle de lui-même. Épouvanté de son crime, il a jeté des regards désespérés autour de lui et il a aperçu le sarcophage. Vous devinez la suite. Attentive, Lucie pensait que cette version pouvait être admise par ceux qui ignoraient l'origine de l'affaire. Mais Cédric n'avait pas dit son dernier mot. Ne pensez-vous pas que les amoureux auxquels vous venez de faire allusion auraient dû habiter non loin de Rutherford Hall, à Brackhampton ? Or, personne n'a encore reconnu la victime. Trop tôt, répliqua Wimborne, mais l'identification ne fait aucun doute. Il n'est pas exclu que l'inconnu soit venu d'assez loin. Le peintre se fit ironique. Si j'étais une jeune femme désirant rencontrer un ami préféré, je n'accepterais pas un rendez-vous dans une salle glaciale et éloignée de ma demeure. Vous semblez oublier que nous sommes en plein hiver. Remarque qui valut à son auteur une nouvelle apostrophe de Harold. Est-il vraiment nécessaire d'entrer dans toutes ces considérations ? À ce moment, la voiture s'arrêtait devant le perron de Rutherford Hall. Chapitre 8. À son entrée dans la bibliothèque, M. Wimborne ne put réprimer un léger tressaillement. Son regard s'était porté sur un homme de belle prestance qui se tenait auprès de Bacon. Celui-ci fit rapidement les présentations. « Voici l'inspecteur détective Craddock, de New Scotland Yard. »« Scotland Yard ? Murmura le notaire, tout en fronçant les sourcils. Avec une parfaite courtoisie, Craddock engagea aussitôt la conversation. « Nous avons été saisis de l'affaire, monsieur Wimborne. Du fait que vous représentez la famille Crackenthorpe, j'estime qu'il n'est que justice de vous communiquer les informations déjà en notre possession, à titre confidentiel, s'entend. » L'inspecteur n'avait pas son égal pour aborder un sujet délicat. Peu de mots, en vérité, mais il suffisait pour faire comprendre à un interlocuteur tout le sérieux d'une situation.
Mon collègue Bacon est d'accord, je suppose, demanda-t-il aussitôt, tourné vers celui-ci. L'interpellé acquiesça avec toute la solennité voulue. L'attitude des deux policiers tendait à donner l'impression que cette entrée en matière n'avait pas été préparée à l'avance, mais le notaire ne fut sans doute pas dupe. « Voici, » reprit l'inspecteur. « Une première enquête nous a permis d'établir, d'une part, que la victime s'est rendue à Londres, à Brackhampton, d'autre part qu'elle est arrivée dans la capitale assez récemment et qu'elle venait de l'étranger, de France probablement, mais nous n'en sommes pas encore certains. » M. Wimborne donnait des signes d'impatience, mais il se contint. « Vraiment, dit-il simplement. »« Les choses étant ainsi, intervint Bacon, mes chefs ont estimé que Scotland Yard était mieux qualifié que nous pour continuer les recherches. »« Je ne puis qu'espérer qu'elles aboutiront bientôt, » répondit froidement le notaire. « Vous vous rendez certainement compte que toute cette affaire est une source de graves ennuis pour mes amis. Bien que n'étant pas personnellement impliqué dans le drame, il... » Une courte hésitation s'ensuivit, et ce fut Craddock qui acheva la phrase. « N'apprécie guère la découverte d'un cadavre dans la propriété de leur père. Je le conçois, mais mon accord avec vous se limite à ce point. Maintenant, je désirerais avoir un bref entretien avec chacun des membres de la famille. »« Je ne vois pas ce qu'il serait à même de révéler. Probablement rien de très intéressant, mais on ne saurait en être certain. Au fait, seriez-vous disposé à me donner, vous-même, quelques renseignements sur Rutherford Hall et les Krakenthorpe ? Mais quel rapport entre eux et l'inconnu venu à l'étranger pour se faire tuer ici ? Précisément, c'est le point qu'il conviendrait d'éclaircir. Pourquoi est-elle venue ici ? A-t-elle fréquenté cette propriété autrefois ? Se peut-il qu'elle y ait servi en tant que domestique, femme de chambre par exemple ? Ou avait-elle l'intention de retrouver un ancien locataire connu d'elle ? Suggestion qui irrita M. Wimborne. Il répliqua que, depuis sa construction par Josiah Krakenthorpe en 1884, Rutherford Hall n'avait été habité que par la famille. « Voilà qui est intéressant, » nota Craddock avec le plus grand calme. « Mais permettez-moi d'insister. Je désirerais avoir des éclaircissements sur cette famille, précisément. » Le court récit du notaire n'ajouta rien aux faits déjà connus. Aussi, l'inspecteur risqua-t-il une question. « À propos, monsieur Luther Krakenthorpe, l'actuel propriétaire de la propriété n'a-t-il jamais envisagé de la vendre ? À quoi cela lui eût-il servi ? Le testament de son père le lui interdit formellement. » Important cela. Et pourriez-vous me révéler la teneur de ce testament ? L'homme de loi se raidit encore davantage. « Pourquoi le ferais-je » D'une voix suave, Craddock répliqua sur-le-champ. « Tout simplement pour gagner du temps. Vous n'ignorez pas qu'il m'est possible de prendre connaissance du double à Somerset House. » Bien contre sa volonté, M. Wimborne esquissa un sourire. « Je le sais, mais je tenais à souligner l'inopportunité de votre demande. Cela précisé, il n'y a aucun mystère dans les dernières volontés de Josiah. Le défunt a laissé son immense fortune en trust, le revenu devant être versé à son fils cadet, Luther. Vous savez que l'aîné a trouvé la mort dans un accident. Après le décès de Luther, le capital sera partagé en parties égales entre ses propres enfants. Or, Edmund et Edith sont décédés. Le premier n'a pas de descendance. Donc, la fortune ira à Cédric, Harold, Emma et au fils d'Edith, Alexander Eastley. Qu'adviendra-t-il de Rutherford Hall, même ? La propriété est destinée aux plus âgés des survivants, c'est-à-dire à Cédric ou à ses éventuels descendants. Après un court moment de réflexion, l'inspecteur reprit la parole. En somme, Luther Krakenthorpe ne peut disposer ni de la propriété, ni du capital laissé par son père Josiah. D'accord. Étrange situation. Dois-je supposer que Josiah était en mauvais termes avec Luther ? Il faut bien l'admettre. Déjà, la conduite de son fils aîné lui avait déplu. Un paresseux, par surcroît. Luther, le fils cadet, donc, se prit à parcourir l'Europe pour assembler une collection,
d'objets d'art. Pensez au sarcophage. Et Josiane n'apprécia guère cette forme d'activité. Ne vous étonnez donc pas des stipulations du testament. Donc, pour le moment, les enfants de Luther n'ont aucun revenu en dehors de leurs gains personnels et il leur faut attendre la mort de leur père qui, de son côté, n'a aucun pouvoir. Voilà qui est clair. Vous avez parfaitement compris. Toutefois, je ne vois toujours pas le rapport entre les clauses que vous connaissez maintenant et la mort d'une jeune femme inconnue, venue de l'étranger. Il semble ne pas y en avoir, répliqua promptement Cradock, mais je désire éclaircir la situation. Le regard pénétrant du notaire s'attarda sur son vis-à-vis, puis, sans doute satisfait, M. Wimborne se prépara à prendre congé. « Je me propose de rentrer à Londres, à moins que vous n'ayez l'intention de me poser d'autres questions. »« Non, » répondit posément Cradock, « et je vous remercie, monsieur. » Le son du gong résonna soudainement dans le hall. « Encore ces collégiens qui se livrent à quelque fantaisie !» s'exclama le notaire. Élevant la voix, le bruit allait crescendo, Cradock prit une décision. Peut-être pense-t-il que le déjeuner se fait attendre ? Eh bien, nous laisserons la famille se restaurer en paix. Toutefois, l'inspecteur Bacon et moi-même désirons revenir, disons vers 14h15 pour mener à bien les entretiens auxquels je me suis déjà référé. Rappel qui indisposa M. Wimborne. Croyez-vous qu'il soit vraiment nécessaire ? Son interlocuteur haussa les épaules. Peut-être l'une des personnes interviewées pourra-t-elle se rappeler un détail qui nous mettrait sur la voie. Maussade, le notaire prit le chemin du hall. 2. De retour de l'enquête du coroner, Lucie s'était rendue dans la cuisine. Il y aurait plusieurs invités au déjeuner. Alors qu'elle s'affairait, Brian Eastley fit son apparition sur le seuil de la porte. « Est-il possible de vous aider ? » demanda-t-il. « Je crois que je peux me rendre utile dans une maison. » Quelque peu surprise, Lucie lui jeta un coup d'œil interrogateur. Brian étant revenu à Rutherford Hall dans sa petite voiture, la jeune femme n'avait pas eu l'occasion de l'observer. Maintenant, elle pouvait constater que l'aspect de son visiteur inattendu n'était pas déplaisant. Eastley paraissait être un homme aimable et encore jeune. Des cheveux châtains, des yeux bleus quelque peu mélancoliques. Ses énormes moustaches évoquaient un ancien pilote de la RAF. Dans l'attente d'une réponse, il s'était assis sur le bord d'une grande table. « Puis-je vous demander de vous lever ?» dit Lucie. « Il me faut poser le plat de Yorkshire pudding. » Brian s'empressa d'obéir. « Il accompagne généralement l'habituel roast beef de la vieille Angleterre, » répondit-il. « Quelle odeur sympathique ! Mais peut-être ne devrais-je pas vous ennuyer avec mon bavardage. » « Puisque vous êtes disposé à m'aider, » répondit la jeune femme sur un ton enjoué, « retournez donc les pommes de terre. Elles vont roussir. » Ce qui fut fait sur-le-champ. « Maintenant, » reprit Lucie, « mettez le pudding dans le four. » L'aide cuisinier se précipita, mais il poussa un petit cri. « Vous vous êtes brûlé ?» s'enquit Lucie. « Oh, rien de grave. Décidément, la cuisine n'est pas de tout repos. »« Je suppose que vous ne vous en occupez jamais ? » ?»« Au contraire, je suis très souvent obligée de mettre la main à la pâte. Mais mon talent se limite aux œufs et au bacon. Parfois, une grillade. »« Il doit être agréable de vivre à Londres. »« Si vous appelez cela vivre, » murmura-t-il assez tristement. Puis il se prit à contempler la cuisine. « Voilà qui évoque le bon temps, quand j'étais encore chez mes parents. » Il semblait perdu dans ses souvenirs et son émotion, maîtrisée à grand-peine, retenait toute l'attention de Lucie. Elle réalisa qu'il était plus âgé qu'il ne le paraissait à première vue. Quoi qu'il en fût, aucune ressemblance avec son fils Alexander. Progressivement, Eastley la portait à penser à ces jeunes pilotes qu'elle avait côtoyés pendant la guerre, alors qu'elle était à peine une adolescente. Pour sa part, Lucie s'était adaptée à l'évolution issue du conflit mondial. En revanche, il lui semblait que Brian avait été transporté, tel quel, d'une époque à l'autre. « Vous étiez pilote de chasse, dit-elle.
et avait été cité à l'ordre du jour. Ce fut la cause de mes difficultés. Les gens se sont enthousiasmés pour les aviateurs et, la paix venue, ils ont voulu exprimer leur reconnaissance en nous procurant des emplois. Très gentil de leur part, mais être fonctionnaire, voilà qui ne répond pas à mon caractère. Vous me voyez assis dans un bureau, faisant d'interminables additions. À plusieurs reprises, j'ai essayé d'échapper à cette ambiance, de faire quelque chose. Hélas, il m'eût fallu une aide. Financière, j'entends. Ah, si j'avais un petit capital à ma disposition. Il soupira avant de continuer. Vous n'avez pas connu ma femme Edith? Non, évidemment. Elle était tout à fait différente des autres membres de la famille, après avoir servi dans les WAF. Jeune femme qui s'était engagée dans un corps auxiliaire pour la durée de la guerre. Je l'entends encore dire de son père qu'il était un affreux menteur, doublé d'un avare. Entre nous, Miss Aylesborough, pourquoi cette avarice? Il ne peut emporter sa fortune avec lui, et elle profitera quand même à ses héritiers. La part d'Edith allant à Alexander, quand il aura 21 ans. À ce moment, le jeune garçon, accompagné de James Stoddard Waite, fit son apparition, hors d'haleine et le visage rougi par le froid. « Bonjour, Brian, dit-il gentiment à son père. « Je vois que vous avez atterri dans la cuisine. » Les rôles semblaient renversés. On eût dit un chef de famille s'adressant à son fils avec indulgence. Puis, regardant les plats, il s'écria « Quelle splendide pièce de bœuf !»« Laissez-moi passer, » interrompit Lucie. « Il me faut préparer la sauce. »« De bol au moins, j'espère, » répliqua Alexander. Très digne, Stoddard Waite s'avança. « Pouvons-nous être de quelque utilité, Miss ?»« Excellente idée. Alexander, allez donc taper sur le gong. C'est l'heure. Quant à vous, James, portez ce plateau dans la salle à manger. » Les deux collégiens se précipitèrent. Monsieur Wimborne se trouvait dans le hall et enfilait posément ses gants, tandis qu'Emma descendait de sa chambre. « Vous ne voulez pas partager notre repas, monsieur Wimborne ?» demanda-t-elle. « Impossible, ma chère. J'ai un rendez-vous important à Londres, et il y a le wagon-restaurant. Je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu nous réconforter par votre présence. » À ce moment, Craddock et Bacon sortaient de la bibliothèque. Ce que voyant, le notaire se rapprocha de Miss Crackenthorpe. « Ne vous tourmentez pas, Emma. Voici l'inspecteur Craddock de Londres qui prend l'affaire en main. Il viendra après le déjeuner et vous posera quelques questions. Vos réponses peuvent lui être de quelque utilité, mais je tiens à vous répéter qu'il n'y a rien qui soit susceptible de vous inquiéter. » S'adressant à Craddock, il demanda « Puis-je communiquer à Miss Crackenthorpe ce que vous m'avez dit ?»« Certainement. Donc, Emma, l'inspecteur m'a déclaré être presque certain que le crime ne relève pas des autorités locales. D'abord, tout porte à croire que la victime est venue de Londres. Ensuite, qu'il s'agit d'une étrangère. »« Une étrangère ?» s'écria Emma. « Serait-elle française ?» La réaction de la jeune femme, qu'il avait voulu rassurer, prit le notaire par surprise. Son regard se détourna. En revanche, les yeux de Craddock se fixèrent instantanément sur le visage de Miss Crackenthorpe. L'inspecteur se demandait pourquoi elle pensa immédiatement à une Française et quelle était la raison de sa nervosité. Chapitre 9. 1. 4 personnes seulement firent l'honneur à l'excellent déjeuner. Lucie, les 2 jeunes gens et Cédric Crackenthorpe. Celui-ci ne paraissait nullement ému par le drame qu'il avait rappelé en Angleterre. Même on eût pu le croire enclin à considérer cela comme une bonne farce. Une farce macabre à la manière des rapins. Son attitude, nota Lucie, choquait Harold au-delà de toute expression. Ce crime, devait-il penser, était une insulte à l'égard d'une famille respectable. Pour sa part, Emma demeurait soucieuse. Alfred, lui, semblait plongé dans des méditations toutes personnelles. Après le repas, les 2 policiers revinrent et demandèrent à s'entretenir avec Cédric. D'une voix plaisante, presque amicale, Craddock invita le peintre à s'asseoir.
Je crois savoir que vous êtes revenu tout spécialement des Baléares. Vous vivez là-bas ? Depuis 6 ans. Je préfère leur vive couleur à la grisaille de ce morne pays. Le soleil y luit plus souvent qu'ici, j'en suis certain. Mais passons aux faits. Il paraît que vous êtes déjà venu à Rutherford Hall pour les fêtes de Noël. Pourquoi ce nouveau voyage ? J'ai reçu un télégramme de ma sœur, Emma. Il n'y avait jamais eu de crime dans la propriété même. Aussi, n'ai-je pas voulu manquer l'occasion. Vous vous intéressez à la criminologie ? Oh, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des mots aussi compliqués. Le fait est que les assassinats éveillent ma curiosité. Qui est le coupable ? Vous me comprenez, j'en suis certain. D'autant qu'en l'occurrence, l'assassin a opéré, pour ainsi dire, à notre porte. En outre, j'ai pensé qu'Emma pouvait avoir besoin de soutien, ne fût-ce que pour apaiser notre père et recevoir la police. En somme, l'affaire en appelait à vos instincts sportifs et à vos sentiments familiaux. Je ne doute pas que votre sœur vous en soit reconnaissante, bien que vos 2 frères soient également venus à ses côtés. Eux ne cherchent pas à la réconforter. Harold, par exemple, est terriblement contrarié. Pensez, il ne plaît guère à un magnat du négoce d'être mêlé à l'assassinat d'une femme douteuse. L'inspecteur haussa légèrement les sourcils. Était-elle une femme douteuse ? À vous de juger. D'après les faits, on serait tenté de le croire. Je pensais qu'il vous serait peut-être facile de risquer une conjecture. Voyons, inspecteur, ne vous souvenez-vous pas qu'il m'a été impossible de l'identifier ? J'ai dit une conjecture. Vous pouvez très bien n'avoir jamais vu cette femme et être à même de faire des suppositions, de penser à des indices. Cédric secoua la tête. Vous faites fausse route. Je n'ai aucune idée à son sujet. Mais auriez-vous l'intention de me suggérer que cette personne s'est rendue dans le musée pour rencontrer un membre de la famille ? Impossible, car il faudrait admettre que la victime avait un rendez-vous avec mon père vénéré, seul habitant mal au moment du crime. Il se pourrait, répliqua Cradock, ignorant cette ironie, que la dite femme ait eu, autrefois, un lien quelconque avec Rutherford Hall. Reportez vos pensées en arrière, monsieur Krakenthorpe. Cédric réfléchit pendant un moment, puis fit un geste de dénégation avant de répondre. De temps à autre, nous avons eu, comme beaucoup d'autres, des domestiques étrangers. Mais pour ma part, je ne vois sincèrement aucun rapport. Demandez plutôt aux membres de la famille qui n'ont jamais quitté le pays. Ils en savent plus long que moi. Je n'y manquerai pas. Passons à autre chose. Comme vous l'avez appris à l'enquête, l'autopsie n'a pas permis de préciser le jour du crime. Un peu plus de 2 semaines, voire 3, dit le médecin légiste. Voilà qui le situe aux environs de Noël, et vous m'avez confirmé votre présence ici à cette époque. Au fait, quand êtes-vous arrivé en Angleterre, et quand en êtes-vous reparti ? Un court silence, et Cédric répondit. Voyons, j'ai pris l'avion et je suis arrivé le samedi précédent Noël, c'est-à-dire le 21 décembre. Vous veniez directement de Majorque ? Oui, l'avion a décollé dans la matinée et a atterri dans l'après-midi. Et votre retour ? A eu lieu le vendredi suivant, le 27 donc. Merci. Cédric esquissa une grimace. Voilà qui me place, malheureusement, dans la période compromettante. Il haussa les épaules. Mais l'étranglement des jeunes femmes n'est pas le genre de sport que je pratique pour célébrer Noël. Je l'espère, monsieur Krakenthorpe. Silencieux, l'inspecteur Bacon se contentait de jeter sur Cédric des regards réprobateurs. Tant et si bien que le peintre s'adressa à lui. Commettre un crime à un pareil moment équivaudrait à nier la haute signification de cette fête. Paix et bonne volonté. Ce fut Cradock qui répondit plus que brièvement. « Cela suffira, monsieur. Merci. » « Que pensez-vous de ce gaillard ?» demanda l'inspecteur de Scotland Yard, quand la porte se fut refermée sur Cédric. Bacon fit une moue significative.
Plutôt effronté, pour tout dire. Je ne peux supporter ce type d'hommes, tous des libertins, les artistes, et tout à fait capables de se compromettre avec une aventurière. Il n'a certainement pas étranglé notre inconnu, répondit Cradock. S'il n'a pas quitté Majorque avant le 21. Il nous sera facile de vérifier. Bacon lui jeta un regard aigu. J'ai remarqué que vous n'avez pas autrement insisté sur la date exacte du crime. J'aime toujours garder un atout en réserve pour les interrogatoires suivants. Et maintenant, voyons ce que le gentleman de la City, Harold, va nous révéler. Très digne, l'homme d'affaires. Hélas, son témoignage se borna à des bribes de phrases. Affaire plus que regrettable, désagréable au possible. Les journaux nous importunent. Leurs reporters sollicitent des interviews. Cette jérémiade terminée, Harold se tint raide sur son siège, dans l'attitude d'un homme qui renifle de mauvaises odeurs. L'insistance de Cradock n'aboutit à aucun résultat. Harold ne savait rien, ne voulait faire aucune supposition, admettant simplement qu'il était arrivé à Rutherford Hall la veille de Noël et que son séjour s'était prolongé jusqu'à la fin du week-end suivant. « Et c'est tout », dit Cradock après son départ. L'inspecteur était convaincu que Harold refusait de se rendre utile. Aussi fit-il appeler Alfred, qui entra avec une nonchalance un tantinet exagérée. À la vue du nouveau témoin, Cradock eut l'impression qu'il ne lui était pas inconnu. Il l'avait certainement vu quelque part. Ou s'agissait-il d'une photo parue dans un journal ? Quoi qu'il en fût, ses souvenirs semblaient évoquer des incidents peu flatteurs pour l'intéresser. L'inspecteur lui ayant demandé sa profession, Alfred esquissa un geste vague. « Pour le moment, dit-il, je m'occupe d'assurance. Tout récemment, je me suis intéressé au lancement d'un nouveau type de machine parlante. Sensationnel. Et je n'ai pas mal réussi. » Cradock donnait l'impression de l'écouter avec sympathie, et nul n'aurait pu se douter qu'en réalité, son attention s'était portée sur le complet neuf que portait son vis-à-vis. L'élégance toute superficielle d'une étoffe bon marché. Si les vêtements de Cédric, le peintre, étaient en mauvais état, en revanche, l'excellence de leur coupe était indiscutable, et le tissu de très bonne qualité. Avec Alfred, il s'agissait d'un trompe-l'œil, du tout fait, en somme. Mettant un terme à son discret examen, l'inspecteur posa les questions habituelles. Alfred semblait disposé à s'intéresser à l'affaire. « Peut-être était-il logique de suggérer que cette femme a servi dans la maison, dit-il. Il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère dans la région. Nous avons eu 2 Polonaises et une Allemande. Mais le fait qu'Emma n'ait pas reconnu la victime réduit votre suggestion à 0. Ma sœur est très physionomiste, voyez-vous. D'autre part, je sais qu'aucune de ses domestiques n'a été engagée à Londres. À propos, pourquoi pensez-vous que la victime soit venue de la capitale ? » La question fut posée sur un ton presque indifférent, mais le regard d'Alfred exprimait une vive curiosité. Un léger sourire constitua la seule réponse de Cradock. Pour sa part, Alfred ne le quittait plus des yeux. « Vous ne voulez pas le dire, hein ? Un billet de retour dans ses poches. »« Possible, monsieur Crackenthorpe. » Admettons donc que la femme ait pris le train à Londres. Sans doute, l'individu qu'elle devait rencontrer ici estimait-il que le musée serait un endroit propice à un crime. De toute évidence, il connaissait la propriété à fond. C'est lui que je rechercherais si j'étais à votre place. C'est ce que nous faisons, répliqua placidement l'inspecteur. Et il donna toute leur signification à ces quelques mots. 2. Je ne suppose pas que vous ayez besoin de moi, demanda Brian Eastley, qui hésitait à franchir le seuil de la porte. Cradock lui fit un signe d'entrée. Vous aviez épousé Edith Crackenthorpe, et elle est morte il y a 5 ans. C'est exact. Eh bien, soyez le bienvenu, surtout si vous êtes en mesure de nous aider en quoi que ce soit. Je n'ai malheureusement pas cette impression. Cette affaire est tellement bizarre, ne pensez-vous pas ?
Une femme qui vient de loin pour rencontrer un quelconque sadique dans une salle glaciale, et cela en plein hiver. Assez inattendu, voulut bien convenir l'inspecteur. Est-il vrai qu'elle soit une étrangère ? Le fait qu'elle ne soit pas de notre race vous suggère-t-il quelque chose ? Demanda Cradock, appuyant sur les 2 derniers mots. Mais le témoin volontaire n'hésita pas. Non, en toute franchise. Il est possible qu'il s'agisse d'une Française, intervint Bacon d'un ton rogue. Brian parut s'animer. Oh oh, une envoyée du gai Paris. Il secoua la tête presque aussitôt. À tout prendre, voilà qui ajoute encore à l'invraisemblance de toute cette histoire. Sans paraître s'émouvoir de cette remarque, Cradock insista. Est-il exclu que votre famille ait eu des contacts avec une Française ? Un léger haussement d'épaules, et Brian répondit. Les Krakenthorpe sont trop timorés. Harold dédaigne les étrangers. Pour sa part, Alfred ne se préoccupe guère du sexe faible. Il passe sa vie à monter des affaires douteuses qui tournent court, la plupart du temps. Quant à Cédric, il lui suffit de fréquenter aux Baléares des señoritas qui se feraient tuer pour lui. Étonnantes, ces conquêtes, car l'homme ne se rase pas souvent et donne l'impression de ne jamais se laver. Mais ces détails ne vous aident guère, n'est-ce pas ? Il rit assez bruyamment avant d'ajouter. Mieux vaudrait vous assurer les services de mon fils Alexander. Avec son camarade, le jeune Stoddard West, il cherche déjà des pistes dans tous les coins. Je ne serais pas tellement étonné qu'ils réussissent. Peu convaincu, Cradock remercia Brian et déclara qu'il désirait parler à Miss Krakenthorpe. 3. L'inspecteur de Scotland Yard regardait Emma avec encore plus d'attention qu'auparavant. L'expression qu'il avait surprise sur son visage, avant le déjeuner, ne laissait pas de l'intriguer. Une femme placide à première vue, pensait-il. Ni sotte, ni supérieurement intelligente. L'une de ces personnes au charme discret que les hommes apprécient parce qu'elles s'entendent à transformer un quelconque intérieur en un foyer reposant et harmonieux à souhait. Toutefois, sous les apparences d'une douceur toute épreuve, se cache souvent une force de caractère qu'il convient de ne pas négliger. Et Cradock inclinait à penser que la clé du mystère du sarcophage était peut-être cachée dans les replis du cerveau d'Emma. Il entama la conversation sur un ton détaché. « Je suppose qu'il ne vous reste pas grand-chose à ajouter aux déclarations que vous avez faites déjà à l'inspecteur Bacon. Aussi, éviterai-je de vous importuner outre mesure. »« Posez-moi toutes les questions que vous jugerez utiles, » lui fut-il répondu. Cradock s'inclina. « Merci. Comme vous l'a dit M. Wimborne, nous en sommes arrivés à la conclusion que la victime n'était pas anglaise. Ce qui, dans un certain sens, peut vous rassurer. Votre notaire le pense du reste. Cependant, l'identification de l'inconnu devient encore plus difficile. N'a-t-on rien trouvé à cet égard ? Un sac à main ? Des papiers ? Hélas. Et vous n'avez pas d'indice ? Quant au pays d'où elle est venue ? Cradock réfléchit rapidement. En fait, elle est plus qu'anxieuse de le savoir. Et pourquoi ? Pas encore, dit-il. C'est pourquoi j'espérais que vous pourriez nous aider. Êtes-vous absolument certaine que ce soit impossible ? Bien que vous n'ayez pas été capable d'identifier le cadavre, peut-être avez-vous une idée toute personnelle à son égard ? Il eut la vague impression que la jeune femme hésitait quelque peu. Non, répondit-elle enfin. Imperceptiblement, l'attitude de Cradock se raidissait. Le ton de sa voix devint plus incisif. Quand M. Wimborne vous a révélé que la femme était une étrangère, vous avez immédiatement pensé à une Française. Pour quelle raison ? Emma ne parut nullement déconcertée. Seul réflexe, un imperceptible haussement des sourcils. Ai-je fait allusion à une Française ? Oh oui, je me souviens maintenant, mais je serais incapable de préciser la raison. Si ce n'est qu'on a souvent tendance à croire qu'un étranger ne peut être que français, jusqu'au moment où sa véritable nationalité est découverte. Ainsi,
Vous n'aviez aucun motif précis ? Aucun, affirma-t-elle. Le regard acéré de Craddock la laissa indifférente. Ce que voyant, l'inspecteur fit un signe à Bacon, qui s'empressa de sortir de sa poche le poudrier trouvé par Lucy Hayles Barrow sur le remblai du chemin de fer. « Reconnaissez-vous cet objet ?» demanda Craddock. Un rapide examen et Emma secoua la tête. « Il ne m'appartient pas. »« Et vous ignorez qui en est la propriétaire ?»« Totalement. »« Dans ces conditions, nous ne vous retiendrons pas plus longtemps. Pour le moment. Merci, Miss Crackenthorpe. » Elle eut un bref sourire et sortit, donnant à Craddock l'impression que son empressement à disparaître pouvait signifier qu'elle avait craint le pire. « Croyez-vous qu'elle soit au courant de quelque chose ?» s'enquit Bacon. La réplique de son collègue fut quelque peu énigmatique. À un certain stade, on est porté à soupçonner qu'un témoin se refuse à révéler tout ce qu'il sait. D'accord, mais très souvent, il s'agit de détails qui n'ont rien à voir avec l'affaire en cours. Quelques peccadilles d'ordre privé, dont on redoute la révélation. Je ne l'ignore pas. Cependant, Craddock n'eut pas le temps d'achever sa phrase, car la porte s'ouvrit brusquement et Luther Crackenthorpe fit son apparition, donnant libre cours à une vive indignation. « C'est une honte ! Scotland Yard envahit ma demeure et n'a même pas la courtoisie de s'adresser en premier au chef de la famille. Qui est le maître ici ? Je voudrais bien le savoir. Répondez !» S'étant levé sur le champ, Craddock répondit avec toute la courtoisie voulue. « Vous, naturellement, monsieur. Toutefois, je pensais que vous aviez confié à mon collègue tout ce que vous saviez, et du fait que votre santé laisse à désirer, nous voulions vous éviter une nouvelle épreuve. Le docteur Quimper nous a dit que « La vérité est que je ne suis pas robuste. Mais tout bon docteur qu'il est, Quimper ressemble aux vieilles femmes. Il ne cherche qu'à m'envelopper dans du coton. Je dirais même qu'il est timbré. Ainsi, la veille de Noël, à propos de cette indigestion, bagatelle que tout cela, le fait est que je suis en assez bon état pour essayer de vous aider. Pensez donc, un crime, chez moi, plus exactement dans ce bâtiment qui remonte à la reine Élisabeth, première du nom. Mais foin d'architecture, que désirez-vous savoir? Et quels sont vos plans? Il est encore un peu tôt pour parler de plans, monsieur Crackenthorpe. Nous nous efforçons encore d'identifier la victime. Pourquoi s'est-elle rendue chez moi? Riposta le vieillard. Peut-être pensez-vous qu'elle fréquentait l'un de mes chers fils? Dans ce cas, voyez Alfred. Harold est hors de cause, trop snob. Cédric, lui, ne daigne pas vivre dans son pays natal. Alors, c'est clair, il s'agit de l'un des jupons d'Alfred. Et, voyant que la belle se disposait à le rejoindre, un quelconque jaloux l'a suivi et... Qu'en dites-vous ? Diplomatiquement, Craddock répondit que cette théorie ne manquait pas d'à-propos, tout en précisant que ledit Alfred n'avait pas reconnu la victime. « Peu !» s'écria le vieillard. « Il a peur, voilà tout. Toujours été un poltron, cet Alfred. Et il ment comme un arracheur de dents. Aucun de mes fils n'est digne de confiance. Tous des vautours qui attendent ma mort. Eh bien, si je ne puis rien faire pour vous, je me retire. Il me faut du repos. » Après son départ, Bacon se tourna vers son collègue. « L'un des jupons d'Alfred ? J'ai idée que le vieux a inventé toute cette histoire. » Il hésita un instant avant d'ajouter. « Voyez-vous, mon impression est que le digne Alfred doit être laissé en dehors de tout cela. Certes, c'est un roublard, mais aucun instinct criminel. À propos, je me demande si cet ex-aviateur... Brian Eastley ? Oui, il m'a été donné d'avoir affaire à 2 anciens pilotes de chasse. Ayant connu trop tôt le goût de l'aventure et la perspective d'une mort violente, leurs semblables estiment qu'une existence normale est dépourvue d'attrait. Dans ces conditions, comment s'étonner que ces gaillards ne reculent devant aucun risque ? Dans la lutte pour la vie, l'homme du commun joue ses cartes avec précaution. Respect de la moralité ou crainte du gendarme. Les anciens pilotes, eux, n'ont peur de rien. Le mot prudence n'existe pas dans leur vocabulaire. Si Eastley a fréquenté une femme,
et qu'il ait éprouvé ensuite le besoin de la supprimer. » À ce stade de ses commentaires, Bacon fit un geste significatif. « Mais, s'empressa-t-il d'ajouter, pourquoi cacher le cadavre dans un sarcophage appartenant à son beau-père ?» Cradock admit qu'un tel acte eût été un défi au bon sens. « Continuez-vous vos interrogatoires » demanda son collègue. L'inspecteur ayant esquissé un geste de dénégation, Bacon suggéra un retour immédiat à Brckhampton. L'heure du thé. Mais Cradock répondit qu'il lui fallait voir une vieille connaissance. Merci pour votre écoute. Pour ne manquer aucun épisode, merci de vous abonner. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire et partager. À bientôt.